10e épisode de notre grande série consacrée aux paysans bretons pendant la Première Guerre mondiale. Nous en étions restés, lors de l'épisode précédent, à la deuxième bataille d'Artois, dans le secteur d'Arras, du 9 mai au 25 juin 1915, avec comme point d'orgue l'assaut désastreux de Chanteclair le 9 mai, auquel nos deux paysans bretons du 48e régiment d'infanterie avaient participé. Dans un paysage apocalyptique, le 6 juillet 1915, nos paysans sont envoyés dans le secteur du Labyrinthe, près de Roclincourt, au nord d'Arras, pour relever les soldats du 146e régiment d'infanterie. Les soldats les plus farouches du 48e régiment d'infanterie de Guingamp, s'ils n'ont pas mené les opérations commando de nettoyage et tranchées allemandes qui ont précédé, vont néanmoins défendre avec une telle férocité cette zone que les Allemands vont les surnommer les bouchers du Labyrinthe. Ils vont y passer une dizaine de jours qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ils vont combattre à la grenade, au fusil, avec tout ce qui leur tombe sur la main, sur un sol infesté de cadavres et de rats. Et tout cela sous d'interminables bombardements allemands. Il est impossible de savoir avec certitude si Pierre Chapin était de ces combattants admirables. Néanmoins, il est fort probable que Pierre Veillon en ait fait partie. Je sais que Pierre Veillon, oh là, parce que Pierre Veillon, quand il parlait de la guerre, lui, il devenait à moitié fou. Hein. Il n'avait tué, je ne sais pas combien, la même nuit, dans les tranchées, là. Mais tu te rends compte, c'était horrible. À ces moments de dire, si tu les tuais pas, c'était eux. C'était terrible, ça. Et Pierre Veillon, il parlait souvent de ça, peut-être ou, Pierre Veillon, il en parlait souvent ou... Pierre Veillon était quand même plus âgé. Hein. Moi, je l'ai connu... je l'ai connu, mais... parce que à l'époque, il fut un temps, ils habitaient où est ta mère maintenant. Il aimait parler de la guerre, cet homme. Ouais. Mais il a sûrement beaucoup souffert de ça. Beaucoup. C'est un homme que... C'était certainement très dur. Hein. Très. Oh, il y avait une petite ferme aussi. Oh. Mais il y avait des vaches dans toutes les fermes, dans toutes les maisons, à Saint-Laurent. Après le témoignage d'Hélène Carreau, voici celui de son frère Jean, qui devint propriétaire de la maison de Pierre Veillon après avoir repris la ferme familiale dans les années 60. Mais là où on parle actuellement, là, il y avait un personnage assez étonnant qui s'appelle Pierre Veillon, qui a fait la guerre de 1914-1918. Ah oui, il habitait ici. Il habitait ici même, oui. Ah oui. Oui, il avait tué 12, 13 Allemands dans la tranchée. Oui. Ah, il était comme fou quand il est passé là. Il avait attrapé un pistolet, un officiel là. Il avait versé un lampe, pas dit lampe de se la monter devant le sac. Puis il est revenu au son. Il dit, voici vous la machine de travail. Mais comme étant l'histoire, ben voilà, c'est quand ils sont morts, ils morts. Autre fait notable, Ange-Queret, passé entre-temps du 48e au 94e régiment d'infanterie, est blessé le 21 juillet d'une balle perforante à la main gauche. Pour lui, la guerre sur le terrain est terminée. Un siècle plus tard, après avoir racheté sa maison, nous avons retrouvé ses documents qu'il avait cachés dans une armoire, comme une bouteille à la mer. Le 14 juillet, ses deux frères d'armes, Pierre Veillon et Pierre Chapin, quittent l'enfer des tranchées du Labyrinthe et vont cantonner à Abarc, près d'Arras. Après un repos de quelques jours, Pierre Chapin va marcher jusqu'aux alentours de la ville de Clermont en Argonne, soit près de 300 km à pied, avec un pactage de 30 kg sur le dos, ne l'oublions pas. À 30 km de là, une certaine ville répondant au nom de Verdun. Pierre Veillon, blessé gravement, ne sera du voyage que début septembre 1915 et nous verrons pourquoi. Mais que se passe-t-il encore du 15 juillet au 12 août 1915 ? Eh bien, pour la première fois, ils vont enfin bénéficier des permissions tant attendues, après un an passé loin de leur famille. Ils revoient pendant une semaine leur village, dont ils ont rêvé maintes et maintes fois. Ils revoient aussi leur maison, leur famille, leur bétail. Jean Carreau et Jean Doré retrouvent leurs femmes et leurs enfants. Les trois autres, Pierre Veillon, Ange-Queret et Pierre Chapin, retrouvent leurs parents. Ils retrouvent aussi la chapelle du village, le chêne tricentenaire, la fontaine miraculeuse qui guérit les maladies de peau, et le lavoir.
12 août 1915, terrible retour à la réalité, dans les tranchées situées dans le secteur de la Fille Morte et de la Harazé, près de Clermont-en-Argonne. Ce mois d'août 1915, on compte 9 tués et 53 blessés. Le 22 août 1915, Pierre Veillon envoie cette carte postale à sa sœur Victorine. Son visage est méconnaissable, buriné par les visions d'horreur endurées depuis des mois. Un texte laconique, envoyé de l'hôpital temporaire d'Amiens, signe que Pierre Veillon a été gravement blessé, bien que cela n'apparaisse pas sur sa fiche matricule. Il n'écrit rien sur les combats, ni de ses impressions, en raison de la censure. Il s'agit plus de rassurer la famille ou de prendre des nouvelles du bétail ou des récoltes. S'ils ne vont pas participer à la 3e bataille de l'Artois, du 15 septembre au 4 novembre 1915, Pierre Veillon, Pierre Chapin et Jean Doré n'échapperont pas à celle de la 2e bataille de Champagne, du 25 septembre au 9 octobre 1915. Le secteur de la Fille Morte apparaît plutôt calme au poilu breton. Certes, chaque jour ou presque, les unités en ligne perdent quelques hommes, 67 blessés et 20 tués pour le mois de septembre. Mortiers de tranchées, lancements de grenades, fusillades, mais à partir de 500 mètres de la première ligne, rien à signaler. Notons qu'aux côtés du 48e régiment d'infanterie de Guingamp se trouve le 70e de Jean Doré. Or, en une journée, celle du 8 septembre 1915, c'est 45 fois plus d'hommes qui vont mourir. 45 fois plus que la totalité des tués durant les autres 29 jours du mois de septembre. En d'autres termes, plus de 900 hommes divisés en 3 bataillons pour un régiment comptant environ 3000 soldats. Après Arcimon et Chanteclair, c'est la 3e hémorragie du 48e régiment d'infanterie. L'attaque surprise, déclenchée par la 5e armée du Crown Prince sur ce front de la 19e division d'infanterie le 8 septembre au matin, provoque la stupeur. Surprise, précédée comme il se doit par de très violents bombardements sur tout le front. C'est-à-dire les 3 premières lignes visées à outrance par des obus de 150, 210 et 305, les plus gros calibres de l'artillerie allemande, tandis qu'obus de mortier, obus asphyxiants, dégringolent sur la tête de nos paysans. Les lignes téléphoniques sont écrabouillées, rendant impossible toute communication. Sous ce déluge d'artillerie, suivi d'un déferlement de soldats allemands, pas étonnant qu'on assiste à l'affolement et à la fuite des troupes françaises. Ceux qui sont restés sont morts, ensevelis, ou ont été tués sur place. Mais il n'y a pas que le 48e régiment d'infanterie qui a pris cher. Pour le 70e de Jean Doré, ce sont 24 officiers et 1300 hommes qui ont été frappés. Des compagnies entières ont ainsi cessé d'exister comme unité combattante. Le nombre de soldats restants est de 1918 hommes de troupes. On peut vraiment dire que Pierre Veillon et Pierre Chapin sont des trompe-la-mort. Car si on fait le calcul des renforts envoyés depuis octobre 1914, 98,1% du régiment a été mis hors de combat. 98,1%. Dont l'écrasante majorité a été tuée, très grièvement blessée, donc plus en état de combattre, ou fait prisonnier. En ce mois de septembre 1915, décidément riche en événements, on voit aussi apparaître les premiers casques côté français. C'est la Bourguignotte, ou casque Adrien. Il précède de 4 mois l'arrivée des casques Stahlheim côté allemand. 70% des blessures frappaient la tête et 80% étaient mortelles. Les pertes par blessure à la tête vont donc chuter progressivement à 20%. Laurent Guillemot puis Jacques Tarot vont nous éclairer sur l'arrivée et l'utilité des casques d'acier sur les champs de bataille, un an après le déclenchement du conflit. Oui, en septembre 1915, on équipe progressivement les régiments de casques Adrien. La plupart, mais alors pareil, les chiffres, j'aime pas trop m'en servir, mais les principales blessures étaient à la tête. Non pas par des coups de fusil directs qui atteignaient le soldat, mais par les retombées, ne serait-ce que les retombées, les éclats d'obus, les projections de pierres, tout ça, effectivement, était très, très meurtrier. Et ces blessures à la tête étaient
était souvent fatal. Le cascadrian a permis d'atténuer ça, c'est-à-dire que alors, le cascadrian, on a tous touché, hein, c'est pas très épais, hein, ça n'empêche pas un obus de traverser ou un éclat de traverser, mais au moins ces projections de pierre sont atténuées. Voilà. Le réflexe à nous, c'est vous mettez derrière le sac à dos, ou le sac à dos sur les obutants, vous mettez derrière le sac à dos. C'est pas la même chose. Hein. Et sans casque. Ah, sans casque, bien entendu. Oui. Parce que les 3/4 des blessures mortelles, en fait. Voilà. Mais c'est pareil de l'autre côté, hein. Les casques prussiens, enfin, les casques allemands, c'est du carton bouilli, donc, ou du cuir, hein, donc ça protège guère plus, quoi. Non, sans casque, oui, absolument. Mais la logique de protection n'est pas du tout la même, quoi. Parce que le cascadrien donc arrive en 1915, à partir de septembre, octobre. Oui, mais le gros dans les troupes, ça sera effectivement au début 16, quoi. Ben, ça se fait pas. Il faut quelques millions de casques, hein. Mais effectivement, en fin 15, oui, il y en a quelques-uns pendant l'offensive de l'automne 15, l'offensive de Champagne. Il commence à y en avoir pas mal. Au moins pour les troupes qui attaquent. Donc, de la même manière que la capote bleue, quoi. C'est un peu le même principe, quoi. C'est ici même, à Saint-Laurent-Plémy, que j'ai retrouvé donc ce casque allemand, Stahlhelm, donc à côté de ce qui était le bistrot de François Queret. Donc voilà, c'était dans un tas d'ordures ici. J'ai trouvé ça il y a 30 ans. Et donc ce casque, j'ai longtemps cru que c'était un casque de la Deuxième Guerre mondiale, mais en réalité, c'est un casque de la Première Guerre mondiale qui a été soit ramené par François Queret, soit par un ancien combattant de Saint-Laurent-Plémy. Je me trouve actuellement derrière l'ancienne étable des bœufs de Pierre Veillon, avec ce fameux casque d'acier dont nous avons parlé tout à l'heure, parce que sur les côtés, on voit donc 2 trous, hein, et donc qui étaient pour le dispositif de blindage devant le casque d'acier. Hein. Bilan pour l'année 1915, 350 081 morts. C'est moins proportionnellement qu'en 1914 sur 5 mois, avec 313 758 tués. Dans la petite commune de Plémy, 26 soldats sont tombés au champ d'honneur. 26 soldats, parmi lesquels les 2 grands-pères de Claude Lorgeau, un des futurs inventeurs de la voiture autonome dans les années 90. Et si l'hiver en Argonne est rude, le soldat breton est plus rude encore.